Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quand Versailles est en chantier, c'est Louis XIV qui est maître d'œuvre. Quelle aventure! Versailles, d'un simple pavillon de chasse, voici un palais qui éblouit le monde. Ses architectes sont Louis Le Vau et Pierre Mignard. Ah, sont-ils seulement des architectes, des artistes aussi? C'est le sens du titre de l'ouvrage de l'historien Claude Mignot. François Mansart, un architecte artiste au siècle de Louis XIII et de Louis XIV. C'est le génie de l'architecture, titre d'un autre ouvrage co-dirigé par Claude Mignot. Sans oublier les dizaines de milliers d'hommes et de femmes de tous les corps de métier qui participent à ce chantier. Oui, les travaux, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. Les Grecs savaient ce qu'était la gloire. Ils bâtissaient des temples pour que leur Dieu puisse y vivre. Ici, nous allons bâtir un nouveau temple. Le sanctuaire royal du soleil. Ce sera la demeure du divin ainsi que celle du peuple, avec une grande galerie baignée de lumière qui suivra le lever du soleil et aveuglera la planète de ses rayons pour que le monde entier puisse admirer la grandeur de la France. Alexandre Gady, bonjour. Bonjour. Évocation dans la série Versailles de ce palais. Vous êtes professeur d'histoire d'art moderne à l'université Sorbonne Université et spécialiste de l'architecture avec une réflexion à porter sur, puisque nous parlons du chantier de Versailles, le site. Alors déjà, est-ce que c'est propice à construire un grand palais ? Non, c'est une des critiques récurrentes qu'on a faites au roi et à ses choix un peu paradoxaux en apparence, puisque il faut peut-être rappeler que l'histoire a fait que Versailles est devenu le château le plus célèbre du monde, mais c'est Saint-Germain-en-Laye qui aurait dû remporter la palme, puisque d'abord c'est le roi y est né, et ensuite le site de Saint-Germain, avec ses châteaux dans la hauteur, avec la vallée de la Seine, avec les vues lointaines. C'était un site tout à fait magnifique. C'est ce que dit Saint-Simon déjà à l'époque, qui reproche au roi finalement de s'être trompé. Alors, le site de Versailles n'est pas très beau, il est assez plat, il est assez médiocre sur le plan des sols, il est gavé d'eau, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de moustiques. Bref, ce n'est pas un site très intéressant, mais au fond, est-ce que c'est vraiment le sujet du roi? Le roi, il veut écrire sa page, son histoire. Il veut lancer quelque chose de nouveau, et de tous les châteaux royaux dont il est propriétaire, il faut rappeler que le roi est à la tête d'une théorie de bâtiments importants, ça va jusqu'à Chambord dans le Val-de-Loire. Eh bien, c'est Versailles qui lui semble sans doute le plus propice pour écrire sa propre page. Oui, c'est ça, parce que Saint-Germain-en-Laye, là où est né Louis XIV, il y avait déjà un château héritier d'anciens châteaux. Le désir de Louis XIV est de créer quelque chose de neuf. Oui, c'est un des paradoxes de la monarchie française qui, comme tous les systèmes politiques identiques, a besoin du longtemps, de la légitimité, de la succession, des âges anciens, et en même temps, avec Louis XIV, il y a cette volonté quelquefois quand même de faire une rupture. Saint-Germain-en-Laye, c'est un château du Moyen-Âge, refait à la Renaissance. Il y a deux châteaux, le château vieux qui subsiste aujourd'hui, le château neuf qui a disparu, qui était le plus près du bord du plateau. Et donc, il y avait bien cette continuité qui était nécessaire à la légitimation de la monarchie, et pourtant, voilà, il fait ce choix. Il a fait ce choix dans plusieurs domaines, politiques ou architecturaux, d'une rupture pour repartir. Et rupture pour repartir, et repartir sur un lieu qui n'est pas propice. Alexandre Gady, c'est sûr qu'un lieu plein d'eau. D'ailleurs, c'est l'étymologie de Versailles, ça verse de l'eau. C'est une des étymologies. Il y a des débats sans fin qu'on va peut-être éviter aux auditeurs, mais il est sûr que c'est un terme du vieux français qui est lié à la terre, au remuement de la terre, peut-être au soc de la charrue. Il y a quelque chose de cette inscription profonde dans l'espace territorial du village. C'est un terrain de chasse déjà. C'est un terrain de chasse, un petit village du Hurepoix. Les fouilles récentes qui ont eu lieu sous le Grand Commun, lorsqu'on a installé la conservation du château sous le Grand Commun, qui est l'ancien hôpital Larrey du temps de la transformation de Versailles au XIXe siècle, ont montré que c'est un village qui remonte au haut Moyen-Âge. On croyait plutôt l'inverse avant, qu'il était plus moderne. Donc c'est un petit village avec une butte, un moulin et un territoire de chasse qui est aux connexions des grandes forêts de l'Île-de-France qui intéressent beaucoup les Bourbons, Henri IV et Louis XIII, le grand-père et le père de Louis XIV, pour justement ces chasses qui constituent une activité ludique, mais aussi politique. La chasse, c'est une manière d'éduquer le prince. Et Louis XIII se souvient très bien des visites dans ce petit coin, un peu marécageux, mais propice à la chasse, avec son père Henri IV. Nous nous étions égarés, mon père et moi, au cours d'une partie de chasse. Et je dirai peut-être un jour pourquoi je conserve un souvenir si vif de cet endroit sauvage. Ainsi donc, monsieur Philibert Leroy, je désire précisément que ce soit là et pas ailleurs que vous me construisiez ce petit pavillon de chasse dont je rêve. Ne suivez pas trop mon dessein qui n'est ni droit ni beau.
Mais respectez-en les proportions. Je ne veux pas qu'il soit plus grand et ne désire que 2 chambres. La mienne... Celle de la reine. Non. La mienne est la vôtre. Je vous remercie, monsieur. Et votre majesté l'appellera? Ma petite maison? Versailles. Et la raison pour laquelle, sire, vous choisissez un endroit si sauvage, me la donnerez-vous? C'est qu'on n'y reconnaît pas les rois. Et j'aimerais que Versailles fût un endroit secret, mystérieux, intime. Si Versailles m'était compté, le film de Sacha Guitry en 1954. Ici, on voit très bien le projet initial par Louis XIII. Parce qu'il faut rappeler, Louis XIII est à l'origine de tous ces projets. Oui, alors depuis quelques années, les historiens ont beaucoup travaillé sur ce Versailles de Louis XIII qui se révèle absolument passionnant. Et il faut rappeler que Louis XIV, effectivement, prend la suite de son père. Alors il y a eu beaucoup d'analyses, y compris de psychanalyse sur cette question. Il faut peut-être être raison gardée. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Louis XIII qui lance le chantier. Et ce qui est intéressant dans le film de Guitry, qui est une merveille, parce que tout est faux et tout est juste, en fait, c'est que, évidemment, c'est pas du tout Philibert le Roi qu'on voit apparaître dans l'extrait, qu'on entend. En réalité, il s'agit, à l'époque, on ne le sait pas encore, le château de Philibert le Roi, c'est-à-dire le petit château en briques et pierre qui subsiste plus ou moins au cœur de l'actuel palais. Eh bien, c'est le 2e château de Versailles. Il y en a eu un premier bien avant, en 1623, ce qui fait que cette année, le château de Versailles fête ses 400 ans officiellement, et qu'il y a pas mal de manifestations. Il y a une belle exposition au château en ce moment là-dessus. Et donc, 400 ans, parce que le premier bâtiment de Versailles, celui de 23, alors là, c'est vraiment rien du tout, quand on lit les contemporains. Et là où Guitry tape juste, c'est que le roi ne veut pas y aller avec la cour, il ne veut surtout pas y aller avec sa femme. Il dit « les femmes me gâteraient tout ». Alors ça, c'est des propos évidemment très 17e. Et c'est une propriété privée du roi, ce n'est pas dans les bâtiments officiels de la couronne qu'on appelle les bâtiments du roi. Et de ce fait, le château de Versailles va connaître un succès auprès de Louis XIII qui l'amène à refaire ce château effectivement une 2e fois. Donc il y a déjà une histoire de chantier sous Louis XIII, et c'est le petit château que Louis XIV va connaître lors de son adolescence, qui possède une superficie réduite en termes d'architecture, mais en revanche qui a déjà une base de parc. Le parc, en fait, qu'on connaît, le petit parc qui va jusqu'à la pièce d'eau de Neptune, c'est déjà le parc de Louis XIII. Et ça, les historiens, progressivement, ont mieux pris conscience depuis une trentaine d'années de l'héritage que Louis XIII laisse sur le plan des jardins à son fils. Ah, c'est très bien ce que vous dites là, parce que dès le début d'une réflexion sur le chantier du château de Louis XIV, il faut mettre les jardins dans la question. On ne peut pas dissocier jardin et château. Ici, c'est central, et c'est vrai que l'apport principal de ce château à ce moment-là, c'est son jardin. Entre le bâtiment lui-même et le jardin, c'est le jardin qui l'emporte de très loin, en agrément, en taille, en qualité de dessin. Et la trame de Louis XIII, qui était moins subtile que celle que le nôtre va modifier, elle est déjà là dans les années 30-40. Elle est déjà là, et puis on peut également souligner qu'elle n'est pas que là. Parce que il y a partout, en France, autour de Paris, mais pas seulement, des châteaux en train de se construire. Vous savez, il y a souvent cette évocation de Vaux-le-Vicomte qui aurait scandalisé Louis XIV, et Louis XIV se serait dit, moi aussi je vais avoir mon beau château, mon Versailles. Alors, qu'en pensez-vous, Alexandre Gady ? Ça, c'est vraiment un des clichés terribles qui résiste à l'historiographie la plus récente sur Versailles. Cette idée d'abord un petit peu petit bourgeois, si je peux me permettre, de croire que Louis XIV visite un château d'un de ses sujets et se dit « bon sang de bonsoir, c'est tellement mieux que chez moi ». Là, c'est quand même une pensée assez faible, et on peut imaginer que prêter à Louis XIV de la jalousie, c'est sans doute un tout petit peu une forme d'anachronisme, ce qui est la maladie mortelle, évidemment, de l'historien. C'est un peu l'histoire de l'art de grand-père, et il découvre « ah tiens, il y a un garçon qui s'appelle le nôtre, il fait des beaux jardins, il y a un architecte qui s'appelle Levaux, il a l'air pas mal, il y a un peintre qui s'appelle Lebrun, il a l'air bien ». Mais tous ces gens-là travaillent déjà pour le roi, ils sont déjà tous des artistes au service du roi bien avant, et donc il y a quelque chose d'assez naïf dans tout ça. En réalité, la chute de Fouquet est décidée avant même la fameuse fête de 61, dès le mois de juin. C'est un peu plus sérieux la politique que simplement une visite un soir et puis un coup de colère parce qu'on a bien mangé, qu'on a vu un beau feu d'artifice et qu'on a trouvé quand même que Fouquet était trop malin. Non, c'est vraiment, je crois, assez difficile aujourd'hui de porter ça. Et surtout, il y a un prisme déformant, c'est que Vaux-le-Vicomte est un admirable endroit, un château fantastique qui est toujours conservé aujourd'hui, qui est entretenu par une famille qui fait un travail de service public. En revanche, on a perdu beaucoup de choses. Donc, on a une mauvaise image parce qu'il nous reste au fond Versailles et Vaux qui se regardent en chien de faïence. Mais il y avait des dizaines de châteaux, tous plus beaux les uns que les autres, avec des décors magnifiques dont, hélas, souvent,
ne nous reste que des descriptions littéraires, y compris d'ailleurs le premier décor de Versailles de Louis XIV, dont tout le monde parle, mais on n'a plus rien. Hein. Et donc, il y a un effet déformant de cette compétition entre ces deux châteaux. Le roi n'est en compétition avec personne. Voilà, il faut sortir ça de la tête. C'est au fond un peu comme si l'actuel président de la République était jaloux d'un sous-préfet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas. Non. D'autant que, vous nous l'avez dit, Alexandre Gady, pour ce premier château de Louis XIII, c'est une propriété privée, alors que pour Louis XIV, là, c'est complètement autre chose. Ce ne sont plus les mêmes finances. Non, alors ce qui est fascinant dans le chantier de Versailles, c'est évidemment le changement d'échelle. Alors c'est très itératif, hein. On commence par des petites choses, puis on additionne des petites choses à des petites choses, et puis tout d'un coup, progressivement, l'échelle se déforme, se développe. Et chez Louis XIV, il y a un côté jamais content. C'est-à-dire, on finit quelque chose. Colbert, qui est le grand patron de ce moment-là, qui est surintendant des finances depuis 1664, se dit bon bah c'est fini, on va pouvoir se calmer, on va retourner à Paris parce que c'est à Paris que c'est sérieux. Et le roi dit maintenant finalement, tiens si on recommençait. Et dans le chantier de Versailles, il y a deux choses. Il y a ce changement d'échelle qui est très étonnant, qui a abouti à cette gigantesque construction. Hein, il y a plus de 600 mètres de développé de façade sur le jardin. Et en même temps, il y a en permanence une manière dont Versailles s'auto-dévore. C'est-à-dire qu'on démolit quelquefois 2, 3, 4 ans, 5 ans après des choses qu'on vient de construire. Et Versailles est un espèce de chantier de construction, démolition. Mon premier patron avait une formule merveilleuse, il disait démoli, remoli. Qui était un archéologue, parce que on voit que le roi n'est pas sûr de lui. Et là aussi, ce qui m'intéresse quand on fait une approche plus politique peut-être de l'histoire de Versailles, c'est qu'on voit qu'à la différence de l'image que nous avons de Louis XIV, une espèce de souverain comme ça, un peu dur, autoritaire, arrogant, pas très sympathique, faut bien le dire. Hein. Des grandes figures à la française, hein, Napoléon, De Gaulle. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui, en architecture, a un vrai goût et des doutes. Et il a fait plusieurs erreurs. Et quand on regarde l'histoire de l'architecture de Louis XIV, en prenant le prisme des erreurs, on voit des choses assez extraordinaires. Il y a eu des erreurs aux Invalides, il y a eu des erreurs Place Vendôme, et il y a des erreurs à Versailles. Quelles erreurs ? Des problèmes de proportion, des problèmes de choix absurdes. Si vous prenez le débat entre Colbert, par exemple, et Louis XIV, Colbert, qui va jusqu'au maximum de l'insolence ministérielle sous Louis XIV, lui fait des critiques. Il lui dit, mais voyons, jamais Versailles ne sera beau parce que si on surélève le château, il va grossir. Si on met des ailes, on aura l'air, dit-il, d'une grosse tête avec des petits bras. Bref, un monstre en bâtiment. Et il y a beaucoup de critiques de l'époque qui sentent ça. Hein. Notamment Saint-Simon a une formule merveilleuse. Quand le roi décide de faire une terrasse sur le jardin avec un bâtiment qui n'a pas de toiture apparente, donc c'est ce qu'on appelle l'enveloppe, hein, qui est ce qu'on voit du côté du jardin, c'est effectivement, il y a une balustrade en haut de la façade. Mais le toit, bien sûr, existe, simplement il est caché. Et Saint-Simon, qui est comme un bon français, pour lui, un bâtiment, c'est un bâtiment qui a une toiture. Et donc il dit cette phrase merveilleuse, on dirait que le château a brûlé, parce qu'il n'y a pas de toit. Et donc on voit bien comment Louis XIV prend des initiatives qui déroutent même ses propres contemporains. Au Grand Trianon, qui est peut-être son chef-d'œuvre absolu, hein, qui est le Trianon de marbre, il n'y a pas de toiture non plus apparente, c'est une terrasse. Alors les terrasses, on sait que c'est fuyard, de l'Antiquité jusqu'à la Villa Savoie de Le Corbusier. Et il y a un toit pourtant, pendant le chantier, il vient et il dit hop, il faut enlever le toit. Je ne veux pas de toit parce que ça donne, dit-il, l'air d'une grosse maison bourgeoise. Et ça c'est fantastique d'avoir le roi qui parle en direct d'architecture. Ah, c'est génial parce que c'est ça aussi, cette histoire de chantier. Ce sont des discussions et on les imagine les uns les autres en train de traverser au milieu des pierres et puis ils disent non mais là faudrait faire ça, faudrait faire ci. Et puis il y a qui? Tiens, ici il y a Levaux et Colbert. Eh bien monsieur Levaux, qu'est-il advenu? Sire, je me suis vu dans l'obligation de parer au plus pressé. Où en est l'ouvrage? La grosse maçonnerie de l'aile du Midi est achevée. La plomberie et la couverture seront bientôt faites. Et dans peu, Votre Majesté pourra avoir beaucoup de menuiserie en place. Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute la postérité et les mesures à l'aune des édifices qu'ils ont construits. Versailles restera après moi le palais de ma dynastie. Avez-vous, monsieur Colbert, estimé d'après les plans combien de personnes le palais pourra abriter? Oui, sire. 13 000 personnes. Je veux que les plans soient agrandis jusqu'à 15 000. Quand les seigneurs et souverains étrangers viendront nous rendre visite, l'immensité et les nouveautés dans l'ordonnance de ce palais seront pour eux la juste mesure de la puissance de la France. Levaux, Colbert, Louis XIV, en 1966, dans l'émission Homme de caractère. Alexandre Gady, il y a la volonté, à l'inverse de son père Louis XIII, d'accueillir beaucoup de monde à Versailles. Louis XIII, c'était le moins possible, surtout pas la reine et surtout pas la cour. Louis XIV, il y a déjà cette idée d'accueillir beaucoup de gens.
Oui, alors si on prend les vagues du chantier, le premier chantier de Louis XIV, donc qui découvre Versailles à l'occasion lui aussi de promenades et de chasses dans les années 50, il est encore mineur, hein, le sacre c'est 53. Le premier château, le premier chantier, c'est 61-62. Là, il prend le bâtiment de son père et il installe 2 ailes nouvelles. C'est un des premiers documents d'architecture qui concerne vraiment le chantier versaillais de Louis XIV, des écuries et ce qu'on appelle la bouche, c'est-à-dire tout ce qui concerne le service de la nourriture, c'est-à-dire le train des équipages et les services de la bouche. Ce sont 2 ailes qui vont structurer l'avant-cour. Une seule existe encore aujourd'hui, on l'appelle la vieille aile, elle est à gauche quand on arrive dans le château, elle a été complètement transformée, et il n'y a plus grand-chose à mon avis d'ancien, mais enfin elle est là en volume si vous voulez. Et donc ça veut dire que le premier chantier de Louis XIV en 61-62, c'est vraiment quand même, ça y est, de modifier la possibilité de recevoir au moins la famille nucléaire, c'est-à-dire évidemment à partir de 61, il a une femme et enfant, hein, Marie-Thérèse et le grand dauphin, sa mère Anne d'Autriche, hein, qui meurt en 66, donc dont il est très proche, et son frère le duc d'Orléans, qui lui bientôt s'installe à Saint-Cloud. Donc il y a d'abord le retour de la famille, si j'ose dire, dans un château qui n'est plus seulement pour le roi. Louis XIII avait même pensé se retirer en abdiquant dans le château de Versailles, un peu isolé, comme une espèce de Philippe II à la campagne, une escoriale à la française très, très miniaturisée. Et bien sûr, il ne l'a pas fait. Et donc, le premier Versailles de Louis XIV, c'est déjà un château où on peut recevoir. Puis, il y a le choix de faire l'enveloppe. À la fin de ce premier chantier, on est en 68-69, là, il est décidé de passer à un chantier plus colossal, avec un bâtiment qui va effectivement recevoir des grands appartements et des courtisans. Et l'architecte, qui est toujours Levaux à ce moment-là, met aussi la main à la ville, parce que ce qui est fascinant avec Versailles, c'est qu'on a un château et un jardin et une ville. Et en fait, ça fait un triptyque assez extraordinaire parce que la ville est encore plus moderne que le château et encore plus moderne que le jardin. Les historiens de l'art ont coupé tout ça en morceaux parce qu'évidemment, on n'est pas toujours spécialiste de tout. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'urbanisme, donc cette histoire de la ville de Versailles, ça m'intéressait. Et c'est une ville pavillonnaire. On est très tôt, on n'est pas au 19e. Hein. C'est-à-dire que le roi commence par faire des maisons qui sont séparées les unes des autres par des cours et des jardins, des petits pavillons qu'on voit très bien sur un célèbre tableau qui représente Versailles en 1668, qui est conservé au château lui-même. Et ces petits pavillons, c'est pavillons pour des courtisans. Donc le roi, la famille nucléaire, les courtisans, et puis à partir du grand chantier de Jelardon-Mansart, 78-79, qui va durer jusqu'à la fin du règne, là on passe au château de gouvernement. Donc là, on reçoit des ministres, il y a les ailes des ministres qui sont modifiées dans la cour actuelle, l'avant-cour. On construit les grandes ailes du Midi, où on loge le fils et la bru du roi, c'est-à-dire Anne-Marie de Bavière. Et puis, on va ensuite construire l'aile du Nord. Alors, c'est un peu décalé dans le temps, parce qu'il y a malgré tout, il y a des problèmes d'argent. Hein. Et donc, l'aile du Nord, c'est la chapelle, c'est l'opéra. Hein. Et donc, le château prend une dimension de château de gouvernement. Versailles n'a jamais été la capitale de la France, ça a toujours été Paris, mais évidemment, on se déporte complètement. Les ministères ont tous des maisons, des bâtiments dans la ville de Versailles. Et progressivement, c'est Versailles qui devient le point d'équilibre du système monarchique français dans sa représentation. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'une grande partie de son règne, Louis XIV a vécu à Paris. On associe toujours Louis XIV et Versailles. Non, Louis XIV est longtemps parisien. Oui, alors ça on connaît quasiment au jour près. Hein. Il a vraiment cessé d'habiter Paris. Et la dernière fois qu'il dort à Paris, c'est février 1671. Donc il a été parisien absolument, et c'est une ville avec laquelle il entretient un rapport assez distendu malgré tout. Je serais pas aussi sévère que Voltaire qui vraiment critique énormément l'action de Louis XIV à Paris, ou plutôt l'inaction de Louis XIV à Paris dans le siècle de Louis XIV, mais en réalité il y a beaucoup de grands travaux qu'on doit à Louis XIV à Paris qui sont encore aujourd'hui présents dans le spectacle urbain actuel, mais c'est vrai que le choix qu'il a fait de partir à Versailles a cassé une dynamique parisienne très très clairement. Oui, parce que Paris, c'était vraiment ça. Hein. C'était cette période pour Louis XIV qui lui rappelait la Fronde. C'était pas si bien que ça. Paris, Louis XIV, c'est Versailles. Il y a tout à faire, tout à construire, tout à imaginer. Et oui, mais tout à payer aussi. Votre Majesté retourne de Versailles. Je le supplie de me permettre de lui dire sur ce sujet 2 mots de réflexion que je fais souvent et qu'il pardonnera, s'il lui plaît, à mon zèle. Votre Majesté sait qu'à défaut des actions éclatantes de la guerre, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute la postérité les mesure à l'aune de ces superbes maisons qu'ils ont élevées pendant leur vie. Oh, quelle pitié que le plus grand roi et le plus vertueux fût mesuré à l'aune de Versailles. Et il y a lieu de craindre ce malheur. Et j'avoue à votre Majesté que,
Nonobstant la répugnance qu'elle a d'augmenter les comptes, si j'avais pu prévoir que cette dépense eût été si grande, j'aurais été d'avis de l'employer en des ordonnances de compte. Lettre de Colbert à Louis XIV en septembre 1665. Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. C'est la version XVIIe siècle de quand le bâtiment va, tout va. Non mais c'est vrai que ici, la puissance royale par le bâtiment, ça c'est une chose, le palais, mais c'est Colbert qui tient les finances et qui se rend compte que ce sont des dépenses délirantes. Alors là, je dois dire qu'on est à un point, et le texte est bouleversant, d'abord de beauté, la langue est belle, et on se dit, voilà, une lettre ministérielle dont on aimerait aujourd'hui qu'elle serve de modèle, parce que le ton est magnifique, et surtout, on mesure que derrière ces précautions oratoires magnifiques, Colbert dit des vérités profondes, c'est-à-dire d'abord, quelle est la logique du chantier de Versailles à part le caprice? Voilà, ça c'est une critique extrêmement violente, même si le caprice fait partie de la monarchie, peut-être aussi quelquefois de la République. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'argent. Vous l'avez dit. C'est-à-dire, c'est bien gentil tout ça, mais il y a des dépenses qui doivent être faites par l'État, dans la guerre, dans la diplomatie, dans la justice, éventuellement dans le secours aux pauvres. Bref, tout ça, c'est de l'argent qui va pas peut-être au bon endroit. Et puis, dans cette lettre, quand on la lit plus avant, elle est très longue, on en revient à la question politique de Paris. Colbert dit au fond c'est bien Versailles, vous vous amusez, il dit ça regarde le plaisir, mais Paris regarde la grandeur du roi, la grandeur de la France. Et il pose tout de suite la question qui sera tranchée en 1715. On s'en va de Versailles à la mort de Louis XIV. On y revient en 1722, mais en 89, c'est tranché définitivement. Et Versailles devient l'espèce d'anti-Paris. Et dans notre imaginaire politique, jusqu'à la Commune, jusqu'à la Troisième République, il y a vraiment la grande opposition. Les Versaillais, c'est la droite, Paris, c'est la rouge. Et c'est resté un peu ancré dans notre imaginaire. Là, au fond, Colbert est le premier à dire, il va se passer quelque chose. Parce que Versailles n'est pas Paris et que c'est la capitale, Paris, normalement. C'est la capitale des Capétiens. C'est là que, parce que Capet, le comte de Paris, parce que Philippe Auguste, le père de la nation, le vrai père de la nation, a créé cette grande ville avec son enceinte, le Louvre, l'université de Paris. C'est là qu'est la France royale et pas à Versailles. Et donc cette lettre, pour moi, elle est fascinante. Et je crois que Colbert a posé beaucoup de choses et comme il n'est que le ministre, eh bien naturellement, ce n'est pas lui qui gagne, c'est le roi et le caprice se déroule. Et malgré tout, au fond, est-ce qu'il n'a pas un côté un peu pisse-froid, un peu énarque? À la fin, Versailles, c'est mieux que peut-être une petite chose dans Paris intramuros. Et au fond, ça donne à la France un rayonnement. Notre soft power qui se réduit d'année en année, Versailles fait quand même partie de ce soft power et ça nous aide quand même à exister dans le monde d'aujourd'hui. Alors peut-être plus de manière touristique que politique, mais enfin, Versailles fait image. Et ça, c'est Louis XIV qui a compris ça. Oui, c'est cet argument récurrent de dire les dépenses pour des palais, pour des constructions somptueuses, c'est de l'investissement pour l'avenir. On le vit aujourd'hui, avec Versailles, on le voit bien. Et ce détachement entre Paris et puis ce palais royal à Versailles, c'est aussi ce déchirement très net qu'il y a en France. Et vous l'avez rappelé avec justesse, Alexandre Gady. On parle des Versaillais au moment de la Commune. Dans cette longue histoire de la relation entre Paris et Versailles, c'est vrai que Paris a son grand palais aussi, mais qui est beaucoup plus tardif, c'est le Louvre. Malgré tout, et là aussi il faut le rappeler, une partie du palais du Louvre, c'est Louis XIV, et notamment la colonnade. Là on peut évoquer le style, parce que ce que Louis XIV fait à Paris, c'est en partie ce qu'on va retrouver à Versailles, mais pas seulement, c'est une autre proposition. Oui, c'est très juste de ne pas oublier le Louvre parce que lorsque Bazarin, son parrain, arrive avec le traité des Pyrénées à mettre fin à cette grande guerre entre les deux puissances catholiques et à résoudre le conflit Bourbon-Habsbourg, temporairement en tout cas, l'argent afflue à nouveau dans les bâtiments et en 59-60, le chantier du Louvre qui avait été arrêté depuis Louis XIII reprend. Et là, il y a une grande ambition qui se dessine pour que le Louvre devienne le plus beau palais du monde, celui du plus grand roi du monde. Là, on est toujours dans l'hyperbole Louis XIVienne. Et quand Colbert prend l'affaire en 64, il est d'abord un homme du Louvre, bien avant, parce que Versailles a commencé, ça il y peut rien, il n'était pas surintendant à ce moment-là. Mais quand il prend l'affaire du Louvre en 64, il arrête le chantier parce qu'il pense qu'il faut faire un concours, qu'il faut faire appel à des architectes étrangers même, et donc il va aller chercher Bernin en 65. Et il y a une ambition monumentale extraordinaire qui est portée sur cette façade qui regarde Paris, la fameuse colonnade, qui d'abord doit être faite par Bernin sur un format assez différent, mais où s'introduit l'idée d'une façade sans toiture. C'est la première occurrence très très nette qu'on retrouvera à Versailles, au Grand Trianon. Louis XIV, au fond, est né dans un château qui n'a pas de toiture. Le château vieux de Saint-Germain-en-Laye, c'est un château avec un toit terrasse sur lequel on se promène, comme dans les châteaux anglais. Et donc,
le Louvre aurait dû être le grand chantier du règne. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la colonnade, dont Colbert dit qu'elle doit être vraiment une sorte d'illustration de la monarchie française, en fait, est un chantier complètement abandonné. Dès que les forces vives des finances se tournent vers Versailles, on abandonne le chantier. La colonnade, c'est un bâtiment qui est laissé comme une carcasse de pierre, sans plancher, sans fenêtre, sans porte, sans toiture, ce qu'on voit encore au XVIIIe siècle. Et c'est Louis XV qui la restaure. Et qui surtout la dégage, parce que quand on pense à la colonnade d'aujourd'hui, on se dit voilà une image du règne glorieux, pas du tout. Ils ont laissé, avant de partir, toutes les maisons devant qui étaient des maisons du Moyen-Âge. Donc personne n'a vu la colonnade avant 1760. En fait, il a fallu presque un siècle pour que, démolissant tout un quartier du Moyen-Âge, qu'on voit sur des tableaux de l'époque d'un petit peintre qui s'appelle Demachy, eh bien, on découvre en fait la colonnade qui devient un monument presque de Louis XIV, rêvé par Louis XV, et qui sert de modèle au palais de la place de la Concorde. Donc on a une étrange affaire qui montre que le chantier du Louvre, je pense que c'est ça qui a décidé Louis XIV. C'est un chantier qui marche pas très bien, et on a l'impression qu'on n'en finira jamais. Depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XIV, c'est un chantier permanent. Et c'est ça qui, je pense, enfin, c'est difficile de parler à la place du roi, parce que les témoignages, là, sont pas écrits. Mais si on regarde la psychologie de Louis XIV, je pense que le Louvre présente plusieurs défauts. D'abord, ce chantier permanent, du bruit, la ville très serrée. Et l'absence de perspective, pas de jardin. Il y a pas de jardin au Louvre, c'est le petit jardin de l'Infante. C'est pour ça d'ailleurs que Colbert, qui est malin, se dit on pourrait peut-être retenir Louis XIV en le mettant aux Tuileries. Alors les Tuileries, ça fait partie du complexe palatial du Louvre, c'est plus à l'ouest, il y a un jardin qui est beaucoup plus beau, c'est notre jardin que nous connaissons bien, et c'est là qu'on fait tracer les Champs-Élysées. C'est-à-dire une grande route de chasse qui part à l'ouest, qui monte jusqu'à une butte qu'on appellera l'étoile, parce qu'on va dessiner une étoile. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est Haussmann qui a fait tout ça, mais pas du tout, c'est Louis XIV et Colbert. Mais pourtant, ça ne suffit pas. Et au fond, Louis XIV habite 3 ans dans ce palais des Tuileries, qui a été détruit au moment des incendies de la Commune, et finalement, il choisit quand même de partir. Il choisit de partir, il laisse au Louvre, à Paris, cette colonnade, la colonnade de Charles Perrault, l'architecte. Nous évoquons ces noms d'architectes. Il y a Louis Levaux, il y a Mansart. Mais dites donc, Alexandre Gadi, vous, quand vous travaillez sur Notre-Dame de Paris, la fabrique d'un chef-d'œuvre, c'est dur de donner le nom de l'architecte. Ici, on voit qu'ils sont essentiels, ces architectes. Oui, parce qu'on est arrivé à un moment de l'administration royale où les architectes sont des personnalités complètement identifiées. En fait, au XVIIe siècle, il y a une professionnalisation des architectes, le métier d'architecte, le statut social. J'avais étudié ça avec un de mes collègues, Alexandre Kojano, dans une exposition aux Archives nationales en 2017 qui s'appelait « Le métier d'architecte au XVIIe, dessiné pour bâtir », où on avait fait une exposition assez austère finalement, mais qui a eu un succès public qui nous a réjouis, sur voilà, ça veut dire quoi au XVIIe être architecte? Parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas une école des beaux-arts avec un diplôme à la fin, etc. Et donc, les grands architectes qui travaillent à Versailles sont ceux qui sont au sommet de la hiérarchie des architectes du roi, ceux qu'on appelle les premiers architectes du roi. C'est un titre un peu mystérieux, parce que quand il apparaît en 1639, au profit de l'architecte Jacques Lemercier. L'architecte Jacques Lemercier, sur lequel j'ai fait ma thèse, n'est pas très connu aujourd'hui. C'est l'homme, peut-être, ça dira quelque chose aux gens de la chapelle de la Sorbonne à Paris et puis de la ville de Richelieu. Il est l'architecte du cardinal de Richelieu. On ne sait pas très bien au début ce que ça veut dire. Il est un petit peu plus payé que les autres, mais on comprend qu'en fait, le premier architecte, c'est lui qui va être le leader des architectes qui travaillent pour la couronne, et on va lui confier les bâtiments principaux, dont bien sûr le Louvre et plus tard Versailles. Et là, il y a deux figures qui se détachent dans notre affaire de Versailles sous Louis XIV. C'est Louis Levaux, vous l'avez cité plusieurs fois, et on l'entend tout à l'heure dans un extrait. Louis Levaux, qui meurt en 1670, et puis surtout Jules Hardouin Mansart, qui est un parent éloigné de François Mansart, dont vous avez cité le bel ouvrage de mon maître Claude Mignot. Mais Mansart, lui, va rester jusqu'à la mort de Louis XIV, enfin jusqu'à ce que lui-même, meure en 1708. Et c'est le grand homme de Versailles, celui qui va faire le Versailles que vous voyez aujourd'hui. J'en accepte évidemment les grands travaux du 19e et du 20e siècle, qui sont pas petits à Versailles. C'est, quelquefois, on pourrait presque dire par provocation que c'est surtout un monument du 20e siècle, mais tellement il a été restauré. Mais c'est vraiment Jules Hardouin qui fait le Versailles que vous connaissez. Les grandes écuries sur la place, les ailes des ministres, la modification de la cour de marbre, les deux ailes, l'aile du Midi, l'aile du Nord, la chapelle, son chef-d'œuvre absolu. Il meurt avant l'achèvement du chantier, chapelle qui vient d'être somptueusement restaurée. Ça, c'est vraiment Jules Hardouin, le grand commun. Et puis un certain nombre de dispositifs urbains et architecturaux dans la ville de Versailles. Donc là, il y a un homme qui incarne à un moment Versailles, un peu au fond comme Louis XIV l'incarne politiquement, Mansart l'incarne architecturalement, et ça devient au fond l'architecte du roi ou le roi des architectes. Il y a une espèce d'ambiguïté extraordinaire.
dans son portrait officiel qui est au Louvre de Rigaud, il pose avec un costume assez beau, une robe, un manteau bleu et or qui sont les couleurs du roi. C'est incroyable de penser que le portrait du premier architecte prend les codes couleurs, comme on dirait aujourd'hui, du souverain. Donc il y a une fusion parce que le roi voit Mansart tous les jours. C'est pour ça que Saint-Simon déteste Mansart. C'est parce que il a accès au roi. Il faut savoir que dans la noblesse française, on ne peut pas s'adresser au roi. C'est le roi qui s'adresse à vous. Vous avez le droit de répondre, mais vous ne pouvez pas parler au roi, à la différence des paysans et les gens du peuple qui peuvent apostropher le roi quand ils le voient. Et donc, Mansart voit le roi tous les jours, ce qui rend fou de jalousie Saint-Simon. Et ils travaillent ensemble, ils dessinent, parce que Louis XIV est un vrai architecte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les témoignages concordent. C'est pas le prince qui fait semblant d'eux. Hein. Alors, comme Mansart est très habile, très courtisan, il le pousse dans les bonnes idées qu'il voudrait avoir lui, bien sûr. Mais il y a quand même une relation d'artiste à artiste entre ces deux hommes, et au fond il lui donne le pouvoir sur Versailles, et lui est un peu l'architecte, et on voit que les rôles s'inversent entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce couple. Tous les couples hommes politiques artistes sont toujours fascinants à un moment ou à un autre. À juste l'époque d'avant, on pourrait citer Charles Ier d'Angleterre et Van Dyck, évidemment, la passion de Charles Ier pour Van Dyck, son peintre. Dans l'histoire plus récente, il y a des couples moins sympathiques, au XXe siècle, par exemple, dans les grandes dictatures totalitaires, mais il est clair qu'avec Louis XIV et Jules Hardouin, on tient vraiment un couple passionnés d'architecture et qui sont tous les deux les architectes de Versailles, en fait. Évidemment, Saint-Simon est critique. Lorsque meurt François Mansart en 1666, Jules n'a que 20 ans, mais il est en pleine possession de son métier. Nous connaissons le personnage par les aveux qui échappent à la plume de son plus acharné détracteur, Monsieur de Saint-Simon. Il était ignorant dans son métier. De Cotte, son beau-frère, qu'il fit premier architecte, n'en savait pas plus que lui. Comme il n'avait point de goût, ni le roi non plus, jamais il ne sait rien exécuter de beau, ni même de commode, avec des dépenses immenses. L'adresse de Mansart était d'engager le roi par des riens en apparence, en des entreprises fortes ou longues, et de lui montrer des plans imparfaits, surtout pour les jardins, qui tout seuls lui missent le doigt sur la lettre. Alors Mansart s'écriait qu'il n'aurait jamais trouvé ce que le roi proposait. Il éclatait en admiration, protestait qu'auprès de lui il n'était qu'un écolier, et le faisait tomber de la sorte où il voulait, sans que le roi s'en doutât le moins du monde. L'émission Heure de culture française en 1958 qui évoque Mansart. Ces figures d'architectes, c'est vraiment cela aussi que l'on doit prendre en compte avec un Louis XIV architecte, parce que la construction du métier d'architecte, Alexandre Gady, c'est ce qui vous a intéressé. Et il y a ces figures, il y a Jacques Lemercier, sur lequel vous avez réalisé votre thèse, architecte et ingénieur du roi, sous la direction de Claude Mignot. Claude Mignot, que l'on peut évoquer, qui nous a quittés en novembre 2023. Claude Mignot, c'est l'histoire de l'architecture aussi, parce qu'il y a un regard à porter en historien de l'art et en historien sur l'architecture. C'est difficile. Il y a la part monographique, qui est essentielle, et puis il y a la volonté aussi de dépasser ces styles et ces étiquettes. Ça, c'est très difficile. Hein. Louis XIV, c'est le classicisme. C'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est juste. Et je suis touché qu'on évoque la figure de Claude Mignot, mon maître, auquel j'ai eu l'honneur de succéder à la chaire d'histoire de l'architecture de la Sorbonne. Parce que Claude Mignot est un historien dont l'intelligence, la sensibilité était au service de cette histoire de l'architecture qui n'est pas effectivement, comme vous le dites, une histoire monographique ou une histoire des styles seulement. Quand il a commencé sa carrière avec Chastel comme maître dans les années 70, il a travaillé beaucoup dans deux directions. Une direction justement monographique sur les architectes. L'école française en fond d'histoire de l'architecture, qui vient de l'école des Chartes, de l'étude des monuments du Moyen-Âge, ça a été longtemps une histoire évidemment de monographie d'édifices. On trouve des centaines d'articles sur des cathédrales, des palais, etc. Pour l'époque moderne, il y avait très clairement une histoire bavarde, classique et baroque, etc. Et au fond, peu de connaissances. Et parallèlement aux grands travaux que Jacques Thuillier, Pierre Rosembert, Antoine Schnapper de l'école française d'histoire de la peinture lancent au même moment pour essayer de sortir de la peinture française du néant dans lequel elle se trouve, puisqu'on connaît bien sûr des personnages un peu faciles, Vouet, Champaigne, Lebrun, Mignard, puis pour le reste, on était devant une espèce de terra incognita. Et c'était la même chose en fait pour l'architecture. Donc Claude Mignot va lancer, à la suite des élèves de Blount dans l'école anglaise, des grandes monographies d'architecture
architecte. C'est comme ça qu'il m'a proposé ce sujet de thèse sur Jacques Lemercier. Moi, quand je suis arrivé à la Sorbonne, jeune étudiant, je pensais que sur Lemercier, tout le monde avait déjà travaillé. Paraissait étonnant qu'un grand architecte du règne de Louis XIII soit totalement resté sur le bord de la route et n'ait eu droit qu'à des petites notices de dictionnaire. Et puis, parallèlement à ça, ce qui est fascinant avec Claude, c'était sa capacité, parce qu'il n'était enfermé dans aucune idéologie, aucune école, aucune doctrine. C'était sa capacité de travailler dans des directions nouvelles, notamment la question de la typologie, la question de la distribution. La distribution, c'est le terme qui désigne la manière dont on aménage les intérieurs. Les Français ont toujours pensé qu'ils étaient très bons en distribution, distribuer les appartements, la circulation dans les grands châteaux, etc. Il a été capable de s'intéresser aux matériaux. Très tôt, il a dirigé une thèse, par exemple, sur la pierre de Paris. Et la pierre de Paris, parce qu'on ne fait pas d'architecture si on n'a pas un terrain et des matériaux. Ça commence comme ça, l'architecture. C'est des contingences extraordinairement matérielles. Et c'est ce qui différencie l'histoire de l'architecture des autres arts, des autres arts du dessin. C'est qu'il y a des contingences très très puissantes. Et Claude Mignot n'est pas un idéologue. Vous savez, il y a souvent des grands historiens d'art qui font des théories. Ils prennent une façade, ils vous expliquent que si on prend la dimension de la porte à la fenêtre, ça correspond à la distance de tel point à tel point. C'est pas du tout de l'histoire de l'art qu'on faisait avec Claude Mignot. Au contraire, on s'interrogeait d'une manière très concrète, mais en gardant l'esprit totalement ouvert sur toutes les possibilités de faire une autre histoire de l'architecture, que bien sûr stylistique ou monographique. Il s'est intéressé vraiment à des questions très larges et notamment à la question du patrimoine, parce qu'à un moment donné, quand on est sur l'architecture, on arrive à la question du patrimoine, de sa défense, de la préservation de l'objet sur lequel vous travaillez, parce qu'un jour il y a un promoteur qui vient donner un coup de pelleteuse sur le bâtiment sur lequel vous travaillez, et là vous comprenez que on n'est pas non plus dans la même disposition que ceux qui travaillent sur des tableaux qui font des millions dans les maisons de vente. Et donc tout ça, Claude Mignot l'a pris en main et a mené une carrière qui partait de ces questions monographiques. Lui-même a fait sa thèse sur Pierre Lemuet, qui était un des grands architectes de ce siècle de Louis XIII, comme on disait de manière un peu démodée, qu'on dirait de manière un peu démodée aujourd'hui. Et puis il a ouvert des travaux sur les manoirs, par exemple, la question de la maison des champs, la question, donc j'en parlais, des matériaux, du chantier. Tout ça, ça a contribué à décloisonner l'architecture. Et puis vous l'avez rappelé, classique, baroque, ça c'est une chose qui nous enseignait beaucoup. Attention aux étiquettes, on ne pense pas. On met une étiquette et on cesse de penser. Et Versailles, je trouve, en est un bon exemple, parce que moi, quand j'étais enfant, j'habitais à côté de Versailles, ça m'a tapé dans le cerveau, c'est peut-être pour ça que je suis assis là aujourd'hui. Et on nous disait, bien sûr, le chef-d'œuvre du classicisme. Évidemment, regardez, c'est droit, c'est net. Et aujourd'hui, avec toutes les restaurations qu'on a conduites depuis 20 ans, avec la redécouverte de la musique baroque, etc., on nous explique au contraire, Versailles, c'est doré, il y a des fontaines incroyables, et c'est devenu le parangon du baroque. Et on voit bien que ce sont deux catégories qui ne sont pas opérantes. C'est ni classique ni baroque, c'est Versailles, il faut arrêter avec ces étiquettes. Et donc Claude Mignot nous a enseigné, nous a interdit d'utiliser ces termes. Voilà. Et qu'en est-il du Val-de-Grâce? Vous avez écrit, Alexandre Gadier, avec Claude Mignot, le Val-de-Grâce, aux éditions de l'Esplanade. C'est quoi ce Val-de-Grâce? Parce que c'est aussi toute cette histoire qui nous conduit de Versailles à Paris. Alors le Val-de-Grâce, c'est le grand œuvre de la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui a beaucoup souffert d'abord dans son couple avec Louis XIII, qui n'est pas un roi très empressé auprès de sa femme, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a souffert de Richelieu, son ennemi, qui l'a humilié en faisant perquisitionner ses appartements, parce qu'elle était soupçonnée d'avoir une correspondance avec son frère, le roi d'Espagne. Donc quand elle a été débarrassée des deux hommes, elle a pu faire un vœu, elle avait fait un vœu à propos de la naissance de son fils, et elle a pu lancer ce grand chantier avec François Mansart du Val-de-Grâce, qui nous reste aujourd'hui. C'est un des plus beaux bâtiments du grand siècle, au cœur de la capitale, et qui fonctionne toujours, puisque l'église fonctionne toujours comme église, et puis les bâtiments ne sont plus exactement un hôpital militaire comme ils ont été en 93. Ce n'est plus un couvent, mais c'est un musée, et c'est un lieu culturel assez merveilleux. Alors, la passion de Claude Mignot pour le Val-de-Grâce, c'est d'abord parce que c'est son architecte qui le termine, Pierre Lemuet, et il a été l'homme qui a démêlé justement le chantier. Voilà encore un chantier compliqué, parce qu'il y a eu 3 architectes. C'est une chose que on voit un peu à Versailles, mais qui est caractéristique au XVIIe, et c'est compliqué à comprendre, et notamment aujourd'hui avec la question du droit d'auteur, des problèmes juridiques, c'est que sous l'Ancien Régime, on peut très bien changer d'architecte plusieurs fois sur un même chantier. Ça dérange pas du tout le maître d'ouvrage. Donc s'il est pas content, on vire le premier architecte, on en met un deuxième. Puis si le deuxième fait pas affaire, il devient remplacé par un troisième. Et donc vous avez au Val-de-Grâce 3 architectes. François Mansart, qui est chassé pour des raisons d'argent, Jacques Lemercier
qui meurt, et puis il y a la Fronde, et puis le dernier, Pierre le Muet. Donc il a démêlé le chantier. Et ce faisant, il est rentré dans l'intelligence de ce bâtiment du Val-de-Grâce, et il a montré son importance dans l'architecture, qui n'est pas seulement une architecture religieuse, mais parce qu'il y a Anne d'Autriche, une architecture royale. Et elle a même pensé, Anne d'Autriche, se retirer au Val-de-Grâce, elle aussi, même toujours ce fantasme de quitter le pouvoir et d'aller prier pour son âme. Et elle avait même réfléchi à faire un palais en parallèle, en pendant, si j'ose dire, du couvent pour elle, et se retirer là. Donc Mazarin l'en a empêché, et sans doute à juste titre. Et donc Claude avait travaillé sur tout cet aspect du Val-de-Grâce, qui était un aspect donc architectural, politique, fonctionnel, distributif. C'est un bâtiment extrêmement intéressant. Et puis la dernière chose, c'est justement la question stylistique, hein. C'est un bâtiment dont les constructions conventuelles sont d'une austérité totalement française et janséniste, mais en revanche l'église, elle déborde de sculptures, l'apothéose de la grande coupole de Mignard, tout cela évidemment renvoie une image très différente. Alors baroque, non, pas baroque, mais en revanche, quand Bernin vient à Paris et qu'il trouve que c'est quand même l'édifice qui lui paraît, avec un ou deux autres, le plus italien, ça dit quelque chose. Voilà, c'est là que c'est intéressant. Il y a une catharsis au moment du voyage de Bernin. Les Français regardent l'Italie avec envie, puis tout d'un coup avec dégoût. Et ce style du Val-de-Grâce, il a été tellement haï au XIXe siècle qu'on a fini par appeler ça le style jésuite. Style jésuite sous la Troisième République, c'est évidemment un tout petit peu disqualifiant chez nos collègues historiens de l'époque et nos prédécesseurs qui trouvent que voilà, c'est l'Église catholique dans tout ce qu'elle a d'effroyable, cette démonstration de la contre-réforme. En fait, c'est effectivement ça le bon terme, c'est de l'architecture de la contre-réforme, c'est une architecture de séduction qui veut prendre le fidèle qui a pu aller peut-être s'égarer chez les jansénistes ou les protestants et qu'ils reviennent à la maison mère avec cette séduction de l'architecture. Donc il n'y a pas besoin de l'adjectif baroque, hein. En revanche, il y a des effets théâtraux, il y a des grandes statues qui ont l'air de tomber des corniches sur vous, il y a des peintures qui vous tendent la main pour vous enlever au ciel. Voilà, ça, ce sont ces effets qui ont un point de contact avec le théâtre, hein, très clairement, hein. Il y a un livre très beau sur le chantier de Versailles et sur le spectacle de Versailles, c'est un essayiste merveilleux qui vient de mourir, qui était Jean-Marie Apostolides, qui a écrit un livre merveilleux en 80 qui s'appelle Le Roi Machine, et qui justement, le sous-titre, c'est politique et spectacle sous Louis XIV, parce que c'est intimement lié. Nous, on parle aujourd'hui de l'architecture qui nous reste, parce que c'est une architecture en dur, mais il faut imaginer que tout ça se complétait d'une architecture festive, architecture éphémère, les entrées, les fêtes, les feux d'artifice, les ballets, et Versailles a été une machine à fabriquer ça, hein. Dans le palais, mais surtout dans les extérieurs, dans les cours, dans les jardins. On a fait beaucoup de fêtes à Versailles, et cette dimension-là, qui est plus difficile aujourd'hui à saisir, évidemment, même si tout le travail qu'il faut saluer, par exemple, du Centre de musique baroque de Versailles, le travail de restitution des musiques, des ambiances, des fêtes, de la danse, la diction, tout le travail sur le retour à la bonne diction des pièces de Molière, de Racine, tout ça nous permet quand même de nous réapprocher un peu de ce Versailles-là aussi. Et puis, pas d'étiquette, on le dit bien, parce que c'est vrai que ces styles, c'est trop facile de découper comme ça les périodes en tranches d'architecture classique, etc. Et d'ailleurs, pas de cloisonnement avec Claude Mignot que nous évoquons, même quand il est question de réfléchir au passé. S'il y avait une machine à remonter le temps, évidemment, la tentation serait de revenir au siècle de Louis XIII. Mais j'aurais l'impression de ne pas être assez surpris. Donc je dirais plutôt remonter au Paris du XIIIe siècle, au moment où on construit Notre-Dame, ou découvrir le Paris pré-révolutionnaire. Je suis moins familier avec cette époque, et surtout il y a une telle richesse sociale, une telle richesse d'invention dans les relations sociales que j'aurais envie de connaître les gens de cette époque. Claude Mignot qui s'exprimait en 2018, c'était dans le cadre d'une intervention à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ça a dû vous faire plaisir. Ça, il aimerait bien retourner au XIIIe siècle pour Notre-Dame de Paris, la fabrique d'un chef-d'œuvre. Il aurait lu votre bouquin, Alexandre Gadi. Oui, je suis un peu ému, je dois dire, d'entendre Claude parler comme ça. C'est la magie des archives de la radio, mais c'était ce ton merveilleux, vous voyez, habité par cette intelligence très aiguë des choses et cette ouverture d'esprit. Vous voyez, il va du XIIIe au XVIIIe. Et il était comme ça, Claude. Son premier grand livre, c'était en fait sur le XIXe qu'il l'écrit. Bien avant d'écrire ses travaux sur le XVIIe qui font autorité longtemps, il écrit un livre de synthèse sur le XIXe siècle français et qui est un livre d'héritage de toutes les années 70 où on se bat pour les Halles de Baltard, c'est perdu, pour la gare d'Orsay, c'est gagné. Et il fait une synthèse très brillante sur un sujet où
officiellement, on l'attend pas. Vous voyez, ça, c'est ça aussi Claude Mignot. Et puis c'est la grammaire des immeubles parisiens, c'est cette attitude des façades, c'est pour ça que c'est vrai que Claude Mignot est un regard alors porté sur l'architecture, très bien, mais on l'a entendu dans l'extrait sur le social. Il met le mot social et vous nous l'avez rappelé, Alexandre Gady, c'est une histoire de chantier. On ne peut pas parler d'un chantier qu'en évoquant le maître d'œuvre, les architectes. Il faut parler de ceux et de celles qui travaillent. Mais alors, pour Versailles, il y a du monde. Combien de personnes au maximum sur un chantier comme Versailles ? On est en milliers, vraisemblablement, les chiffres oscillent entre 25, 30, 35 000 personnes. Et on sait que, au fond, si vous regardez l'histoire des grands chantiers, il y a un livre très, très fascinant qui a été publié en 2002 de Frédéric Tiberghien sur le chantier de Versailles, qu'il a traité comme un chantier de la Ve République, les grands chantiers présidentiels. Alors nous, on est drogués à ça. Alors ça s'est calmé ces temps-ci, encore que il y a eu beaucoup d'investissements et tant mieux pour sauver le château de Villers-Cotterêts. Mais si on se souvient des grands travaux de François Mitterrand, qui confinent à la maladie psychologique. Enfin, je veux dire, c'est ce roi président qui dépense des milliards qui aujourd'hui nous font rêver parce que l'argent n'existe plus du tout. On a vu se mettre en place des logiques administratives, logiques financières, logiques de chantier, logiques de courtisans aussi, parce qu'il y a beaucoup de courtisans dans ces chantiers aussi. Et l'approche du livre de 2002, elle est fascinante parce qu'on voit qu'en fait, rien de nouveau sous le soleil. Déjà sous Louis XIV, comment on organise un chantier? Alors, c'est très simple, on fait toujours la même chose depuis très longtemps, mais là, c'est l'échelle qui change. Donc, comment on fait que tout d'un coup, ce qui était du ressort d'un entrepreneur, de ses compagnons, du maître d'ouvrage privé, devient une machine où, plutôt que de prendre les pierres du secteur, il faut aller chercher des pierres à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Il n'y a pas d'eau à Versailles, il faut aller chercher de l'eau. Tout d'un coup, on bascule dans autre chose, qui n'est pas de creuser un puits dans le jardin, mais de faire une dérivation sur des dizaines de kilomètres, avec des problèmes techniques incroyables. C'est l'aqueduc de l'Eure, avec le cadavre de ce merveilleux bâtiment laissé à l'abandon dans le jardin du château de Maintenon. C'est aussi d'avoir des ouvriers sur place. Quand on dit 30 000 par exemple, ça nous paraît, nous, un chiffre déjà assez fort, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. On a connu ça à Notre-Dame, quand on a dit, vous vous souvenez, après l'incendie, tous les compagnons vont aller à Notre-Dame. Oui, mais tous les compagnons, ils ont abandonné des chantiers. Donc, un compagnon, c'est pas multipliable comme ça. Et donc, Louis XIV s'est trouvé dans les mêmes problématiques. C'est-à-dire, on interdit des travaux particuliers parce qu'il faut pas déshabiller les chantiers du roi. Et puis, on va faire travailler, alors ça nous paraît un peu plus étonnant, mais Malraux l'a fait pour justement les travaux de la colonnade du Louvre quand il a fait creuser les fossés, on fait intervenir l'armée. On utilise l'armée. L'armée, quand on n'est pas en guerre, les soldats, ils sont l'arme au pied, c'est le cas de le dire, dans leur caserne ou chez l'habitant à l'époque, on va leur demander de participer aux travaux. Donc les Suisses vont creuser cette pièce d'eau qui porte leur nom à Versailles et qui permet de drainer un peu tout le secteur au pied de sa torii. Et puis à l'aqueduc, ce sont des soldats, à l'aqueduc de Maintenon, sous la direction de Vauban, ce sont des soldats qui viennent et qui, comme des ouvriers, ont une vie de chantier, des horaires de chantier, des maladies de chantier, des accidents de chantier. Il y a aussi toute une histoire du chantier qui est une histoire des hommes, des mariages, des enfants en mariage, parce que Versailles, c'est une ville où il y a presque un tiers des habitants, sous Louis XIV, qui sont des entrepreneurs ou des ouvriers. Et donc, ça crée une sociabilité nouvelle, ça crée des familles, des enfants, hors mariage ou dans le mariage. Donc, c'est tout un monde qui se dessine. On fait venir des provinciaux, c'est beaucoup le Limousin qui fournit les grands maçons à Paris. Mais peut-être on peut aller encore plus loin, et donc ça devient une échelle nationale. Tout d'un coup, un chantier local devient un chantier qui mobilise les forces administratives et financières du royaume. C'est ça qui est fascinant avec Versailles. Ouais, c'est fascinant parce qu'en plus il y a donc tous les corps de métier à un moment où bien souvent ce sont des dynasties qui occupent certaines fonctions, et comme le chantier a tendance à durer, on comprend très bien ce que vous nous expliquez, Alexandre Gady. C'est une petite ville en parallèle qui se met en place à côté de Versailles, mais simplement pour construire Versailles. Ils sont tous là autour. Mais il faut les payer, ces gens-là. C'est pas simple non plus. Alors, il faut trouver de l'argent, et c'est là où notre ami Colbert revient. Alors, l'argent, il y en a, très clairement. Le royaume est riche. Il est riche de sa population, d'abord. C'est le pays le plus peuplé d'Occident, de l'Europe occidentale. 20 millions de Français. Le fameux titre du livre de Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens, c'est qu'il y a des impôts qui rentrent, évidemment. C'est un pays qui a ce climat, cet équilibre qui fait que c'est pas un pays pauvre.
Mais il y a 2 postes qui grèvent le budget de l'État, la guerre, évidemment. Alors la guerre, ça peut rapporter si on pille les voisins, évidemment. Enfin, bon, on a fait la guerre très longtemps, puis on a perdu, comme d'habitude. C'est la même histoire, à la fin, c'est tout juste. La France n'est pas envahie, on est sauvé par une bataille à Denain en 1712. Et donc la France est dans un état épouvantable. Et puis il y a la question des bâtiments. Alors, tous les historiens se sont livrés à des calculs savants, évidemment, c'est toujours tentant, mais c'est très difficile de faire des équivalences. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4% du budget de l'État qui ont été avalés par la machine versaillaise. Donc ça représente des sommes effectivement très importantes. Le roi pouvait se le permettre. Il a d'ailleurs pas complètement terminé. Il laisse un château inachevé. C'est un peu ce qu'on entendait dans l'extrait de Saint-Simon. Saint-Simon, c'est un écrivain merveilleux. Mais alors en architecture, il comprend rien. C'est assez fascinant d'ailleurs. Mais il a raison sur le point que effectivement, les travaux en entraînent d'autres travaux. Et toute personne qui a voulu changer son lavabo dans sa salle de bain sait exactement de quoi on parle. À des échelles un tout petit peu différentes. C'est-à-dire que à la fin du règne, il faut imaginer que Louis XIV se demande s'il faudrait pas surélever le château d'un étage. Et puis il renonce parce qu'il dit je vais pas recommencer à vivre au milieu du chantier. Parce que le chantier, c'est aussi la nuisance, le bruit, l'insécurité, parce que tout le monde rentre et sort sur un chantier, et puis la poussière, parce que le plâtre, ça dégage énormément de poussière, et donc on vit mal, on tousse. Donc Versailles, et lorsque Louis XIV meurt, malgré tout l'investissement, c'est quand même un bâtiment qui n'est pas tout à fait terminé. Oui, c'est ça. C'est ça qui est fascinant. Ouais, c'est jamais terminé. Et puis, c'est vrai qu'Alexandre Gady, quand on a réussi à installer son lavabo, on est bien content, mais encore faut-il faire venir l'eau. Madame de Barras, messieurs Soilem et Deville. Ils vont bâtir la machine de Marly et un aqueduc de là-bas à Versailles qui, nous l'espérons, va alléger nos soucis en ce qui concerne le manque d'eau. Madame. Messieurs. Madame de Barras va s'occuper du bosquet des Rocailles à Versailles. L'eau, ou plutôt le manque d'eau, sera un problème récurrent. Maître, les aspirations du roi sont sans fin et changeantes, et notre tâche est de les satisfaire. Sauf votre respect, on ne peut accéder à des demandes sans fin. Elles ne sont pas sans fin, Deville. Ce sont celles de notre bon roi. Peut-être, mais la construction de l'aqueduc a ses limites. Lorsque nous avons commencé, j'ai eu l'impression que nous aurions... Le passé est le passé. Notre tâche est de magnifier la nature selon les derniers plans validés. Mais monsieur, l'argent a déjà été dépensé. L'aqueduc apportera suffisamment d'eau au jardin de Versailles parce qu'il le faut. Telle est votre mission. Madame ? Les Jardins du Roi, c'est le film d'Alan Rickman en 2014. Alexandre Gady, alors bien sûr, chantier très long. Il se termine à un moment, plus ou moins, il n'est jamais vraiment terminé. Louis XV fait des petits travaux. Louis XVI, beaucoup moins. Mais le mérite de ses souverains successeurs, et encore aujourd'hui pour la République, c'est d'entretenir tout ça. Parce que ça coûte encore très cher, et c'est tant mieux. Mais tout ce qui a été mis en place signifie que le chantier, même s'il est terminé, l'activité continue. Et c'est tous ces corps de métier, ces savoirs qui doivent être préservés. Alors effectivement, Louis XV qui choisit de revenir à Versailles, c'est le choix du régent en 1722, un choix décisif pour l'histoire de France. Ça aurait pu, en fait, la parenthèse versaillaise aurait pu se refermer en 1715 avec la mort de Louis XIV, et puis tout le monde repart à Paris. Il y a une magnifique exposition en ce moment sur le Paris de la Régence au musée Carnavalet. Voilà, bon, ça ne se fera pas. Louis XV va revenir, et les bâtiments du roi ont 2 volets. Il y a le volet travaux, et puis le volet, bien sûr, entretien. Et on voit les comptes. On a toute cette comptabilité conservée aux Archives nationales, et c'est des sommes évidemment comme aujourd'hui. C'est toujours la même histoire, investissement, fonctionnement. On est vraiment dans la structure de la comptabilité publique, et on pense toujours investissement, puis après le fonctionnement, l'intendance suivra, comme on disait. Oui. Alors ça suit plus ou moins. Louis XV a fait beaucoup de travaux à Versailles de décoration intérieure. Il a modernisé, amélioré ses appartements. On lui doit évidemment le chef-d'œuvre pur, absolu, qu'est le Petit Trianon, le bijou de l'architecture française. Un peu palladien, un peu encore dans la tradition aussi mansardienne mélangée. Louis XVI, c'est le roi paradoxal, c'est le roi qui réussit tout et puis qui échoue en 89. Et lui a un projet beaucoup plus ambitieux pour Versailles, c'est la destruction d'une partie du château complète, du côté de la ville. Il y a ce qu'on appelle le Grand Dessein, qui correspond à l'apothéose du règne, c'est-à-dire la victoire américaine, toutes les réformes que le roi fait. C'est le roi le plus réformateur, sauf qu'il échoue sur la réforme des finances, comme on le sait. Et il demande à ses architectes des projets que le château de Versailles a pu acheter dans une vente publique il y a quelques années, qui sont des pièces exceptionnelles. Il y a eu d'ailleurs, il y a 2-3 ans, une exposition sur ces grands dessins, qui sont d'ailleurs, au sens propre, des dessins absolument colossaux, comme on fera au 19e siècle à l'école des Beaux-Arts, et qui montrent des projets pour refaire le château du côté de la ville, qui aurait ressemblé vraiment beaucoup plus, par exemple, au château de Compiègne, vous voyez, un château complètement blanc, avec une toiture cachée par une balustrade, et au fond, aurait réconcilié le Versailles côté cour, en briques et pierre, et le Versailles côté jardin, tout en pierre, qu'on connaît aujourd'hui comme une espèce de Janus. Et ce grand projet, bien sûr, est arrêté par le fait qu'il y a
pas d'argent du tout, et ça, c'est ce qui va provoquer, on le sait, la convocation des États généraux. Mais Louis XVI est comme Louis XV, son grand-père, et Louis XV comme son arrière-grand-père Louis XIV, un roi architecte, et ce sont tous les trois, finalement, ils ont fait de l'architecture. Alors, Louis XVI a dessiné un escalier au château, par exemple. Louis XV a fait ce petit pavillon délicieux avec Gabriel, qui est un peu son Jules Hardouin-Mansart, du théâtre, du Jardin français, qui est un pavillon à côté du futur Petit Trianon. Donc, il y a ces rois-là sont conscients qu'ils habitent un grand théâtre d'architecture et ils continuent de jouer un peu la pièce, sans doute avec moins de brio que Louis XIV, et puis avec moins d'argent, évidemment. Tout ça s'arrête en 1789. En tout cas, la visite de chantier était formidable avec vous, Alexandre Gady. Je renvoie les auditeurs, les auditrices sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr pour avoir votre bibliographie de Notre-Dame en passant par le Val-de-Grâce avec Claude Mignot notamment. Merci beaucoup à vous pour cette visite. Merci. Il est temps pour nous de trouver sur notre chemin Gérard Noiriel, formidable. C'est le pourquoi du comment. Comment le roi de Perse justifiait-il son pouvoir ? Tous les chefs de guerre qui ont imposé leur domination par la force ont été confrontés à un problème central. Comment convertir un pouvoir instable, issu d'une dynamique de conquête, en autorité légitime ? L'un des documents les plus intéressants pour étudier cette question dans l'Antiquité est le texte rédigé vers 370 avant Jésus-Christ par Xénophon, intitulé « La Cyropédie ». Il s'agit d'une biographie romancée du souverain Cyrus II, surnommé Cyrus le Grand, qui a régné sur l'Empire perse de 559 à 530 avant Jésus-Christ. Au sein des territoires que Cyrus II a conquis au cours de son règne, coexistaient des croyances, des langues, des coutumes extrêmement diverses. Comment, dans ces conditions, transformer un pouvoir imposé de façon violente et arbitraire en une autorité légitime et stable? C'est l'une des questions qu'aborde Xénophon dans sa Cyropédie. Il raconte qu'en 539 avant Jésus-Christ, après avoir vaincu les Mèdes et conquis la Lydie, Cyrus s'empara de Babylone, dont il devint roi. Cet épisode a été confirmé par la découverte d'un cylindre d'argile que les archéologues ont appelé le cylindre de Cyrus, sur lequel est inscrite en akkadien cunéiforme cette proclamation. « Je suis Cyrus, le roi du monde, le grand roi, le roi puissant, le roi de Babylone, le roi de Sumer et d'Akkad, le roi des 4 régions du monde. » Cette manière fanfaronne de proclamer sa toute-puissance n'a pas empêché Cyrus de réfléchir aux moyens qu'il devait mettre en œuvre pour faire accepter sa domination au peuple qu'il avait vaincu. C'est ce qui l'a conduit à renoncer aux formes traditionnelles de domination fondées sur des relations directes entre le chef de guerre et les groupes placés sous son autorité. Cyrus décida à l'inverse que ses apparitions publiques seraient rares et majestueuses afin de ne pas exciter l'envie. Xénophon raconte que Cyrus s'enferma dans son palais, entouré d'eunuques et de gardes du corps, et qu'il imposa plusieurs réformes vestimentaires. Il choisit d'abord de revêtir lui-même la robe médique et persuada son équipe de s'habiller de même. Cette robe, en effet, lui paraissait dissimuler les imperfections possibles du corps et mettre en valeur la taille et la beauté de ceux qui la portent. Cyrus décida également de porter des chaussures ajustables pour paraître plus grand, du fard sur les yeux pour qu'ils soient embellis. Et Xénophon ajoute que Cyrus et ses proches s'interdirent de cracher, de se moucher, de se retourner sur quelque spectacle en homme que rien n'étonne. Cette stratégie vestimentaire peut être vue comme la mise en œuvre d'une nouvelle conception de la souveraineté. L'importance que Cyrus le Grand accorda à son apparence physique et sa volonté de n'apparaître qu'exceptionnellement en public avait pour but d'imposer l'image d'un monarque plus proche des dieux que des hommes. On sait que, de nos jours encore, certains de nos dirigeants politiques mettent des chaussures ajustables pour paraître plus grands. Mais cela ne suffit pas à grandir leur réputation auprès des citoyens. Preuve que, quoi qu'on en dise, nous vivons bel et bien dans une démocratie.
Quoi qu'on en dise, merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Émission préparée par Raphaël Laloum, qui était Colbert aujourd'hui pour une lecture. Émission préparée par Jeanne Delacroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.